Le chef d'état-major de Tsahal a approuvé l'extension de l'opération terrestre au sud Liban et l'organisation terroriste chiite Hezbollah, soutenue par l'Iran, est peut-être sur le point de tout perdre. Même le défunt Hassan Nasrallah n'aurait jamais imaginé une telle fin. Dimanche soir, Tsahal a procédé à l'assassinat ciblé de Salim Ayyash dans la ville de Damas. Cet homme diabolique était un agent du Hezbollah dont la tête était mise à prix pour 10 millions de dollars car il avait été condamné pour l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Cet événement a provoqué une onde de choc dans tout le Moyen-Orient lorsqu'il s'est produit en 2005, mais aujourd'hui, le compte est clos. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, Tsahal étend la zone humanitaire, mais ne fera pas de compromis sur la question de l'UNRWA. Simultanément, le porte-parole de Tsahal a publié des images de la caméra de sécurité trouvée dans le quartier général du Hamas, montrant des images terribles de la torture de civils palestiniens par le Hamas. Enfin, le Qatar exige qu'Israël s'abstienne d'assassiner des hauts responsables du Hamas sur son sol, alors que des informations font état de l'expulsion des derniers dirigeants du Hamas de Doha, la capitale du Qatar. Enfin, la tension monte avec l'Iran et certains indices montrent que le régime des ayatollahs a déjà commencé à attaquer Israël. Nous avons beaucoup à dire, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 403e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et toutes les milices chiites en Irak et en Syrie qui opèrent toutes sous la direction de l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de cliquer sur le bouton d'abonnement afin de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi, a approuvé l'extension des opérations terrestres dans le sud du Liban. Cette manœuvre devrait impliquer des milliers de soldats réguliers et de réserve et les hauts fonctionnaires de la défense affirment que les nouveaux plans sont destinés à permettre à Tsahal d'approfondir les résultats obtenus jusqu'à présent et d'atteindre d'autres zones où le Hezbollah opère. La décision d'étendre les manœuvres terrestres intervient dans un contexte d'efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de cessez-le-feu avec le Liban, sous l'égide des États-Unis. Selon des sources de sécurité, si un accord est signé dans les prochains jours, Tsahal sera en mesure de s'adapter rapidement et de déployer des forces le long de la frontière en fonction des accords qui seront conclus. Cependant, jusqu'à ce qu'un accord de cessez-le-feu soit conclu, Tsahal saisit toutes les occasions pour dégrader les capacités du Hezbollah. Samedi soir, elles ont frappé Salim Ayyash, un agent du Hezbollah dont la tête est mise à prix pour 10 millions de dollars car il a été reconnu coupable de l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais. L'assassinat a eu lieu en 2005 et Ayyash a été condamné pour ce crime en 2020. Si cela vous semble long pour enquêter sur un crime et poursuivre quelqu'un, rappelez-vous qu'il s'agit du Moyen-Orient où il existe de nombreux secrets et un code du silence. Il est d'ailleurs assez remarquable que le mystère ait été résolu car il existe de nombreuses autres histoires sur des événements qui se sont produits ici au cours des décennies et dont nous n'avons jamais su ce qu'il s'était réellement passé. Mais samedi soir, nous avons eu la rare occasion de voir la fin de cette histoire lorsqu'une frappe aérienne israélienne dans la ville syrienne de Kousseir, dans l'ouest de la Syrie, a mis un terme à la carrière terroriste d'Ayyash. La prime de 10 millions de dollars a été offerte par le gouvernement des États-Unis et je ne sais pas si l'armée israélienne la percevra ou non. Et si c'est le cas, la prime ira-t-elle au pilote qui a effectué la mission d'attaque ou Tsahal gardera-t-elle l'argent ou qu'en adviendra-t-il? Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. Quoi qu'il en soit, cette affaire est désormais close. D'après les médias arabes, il s'agit de la seule des nombreuses frappes aériennes israéliennes qui ont visé des agents du Hezbollah en Syrie au cours des derniers jours. Ces frappes ont fait plusieurs victimes, alors que le Hezbollah semblait croire qu'il pouvait se cacher de l'armée israélienne en Syrie.
Dimanche, l'agence officielle Sana a rapporté qu'après minuit, des avions israéliens ont attaqué plusieurs sites dans les bases rurales d'Alep et d'Idlib, causant d'importants dégâts matériels aux terroristes, selon un représentant du groupe d'opposition basé à Londres, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la première fois qu'Israël frappe des cibles à Idlib. La source a ajouté que les quartiers généraux du Hezbollah dans la ville étaient les cibles de ces frappes. Les bombardements supplémentaires ont visé les usines de défense dans la zone orientale d'Alep et les instituts de recherche scientifique utilisés comme centre de développement d'armes dans cette zone. C'est ce qu'affirme la source. Il poursuit en disant que les bombardements israéliens ont été effectués à plusieurs reprises. L'ironie est que les frappes ont eu lieu quelques heures après une réunion entre des responsables russes et turcs dans la région. En d'autres termes, personne ne pensait qu'Israël attaquerait le quartier général militaire de la région. On peut se demander ce que fait le Hezbollah en Syrie, puisqu'il s'agit d'une organisation libanaise. En fait, des éléments du Hezbollah et d'autres milices soutenues par l'Iran en Syrie s'efforcent d'envoyer des armes au Hezbollah pour qu'il les utilise dans sa lutte contre Israël. Israël a effectué plusieurs frappes sur ses voies d'approvisionnement et sur le personnel du Hezbollah qui les emprunte. Passons maintenant aux opérations terrestres au Liban. Les forces de la division 36 de l'armée israélienne, en coopération avec des unités spéciales et sous la supervision de la direction du renseignement, ont mené une opération spéciale la semaine dernière pour détruire un bunker du Hezbollah et un complexe de tunnels dans le sud du Liban. Une entrée du complexe a été trouvée cachée sous un cimetière et au cours de l'enquête sur l'entrée, de nombreux autres puits de tunnels ont été découverts. Selon le porte-parole de Tsahal, le complexe terroriste souterrain contenait des salles de commandement, des quartiers d'habitation et des entrepôts d'armes remplis d'armes et d'équipements de combat prêts à être utilisés pour un raid en territoire israélien. En coopération avec les forces de la division, y compris des membres de l'unité spéciale de génie de Ya'alam, la brigade Golani, la brigade 282, le corps logistique de la division 36 et le bataillon de génie 605, les soldats ont enquêté et détruit le complexe terroriste souterrain. De grandes quantités d'armes, de munitions, de matériel de renseignement et d'équipement ont été capturés au cours de ce processus. Une fois le complexe de bunkers nettoyé, des centaines de camions et de bétonnières ont été acheminés pour le remplir d'environ 4500 mètres cubes de béton, rendant ainsi le réseau inutilisable de manière permanente. Au total, le réseau de tunnels souterrains, creusé à environ 1500 mètres de la frontière israélienne, s'étendait sur près d'1 kilomètre de long, dont la plus grande partie a été déblayée à une hauteur d'environ 2 mètres. C'est le bon moment pour vous dire que ces dernières semaines, TBN francophone a été invité par le bureau du porte-parole de Tsahal à se joindre aux visites médiatiques de certains de ces complexes de tunnels du Hezbollah. Mati Shoshani et moi-même avons pu nous rendre compte par nous-mêmes de ce que le Hezbollah a fait de ces tunnels dans le sud du Liban. Si vous avez manqué les vidéos que nous avons faites de ces visites, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube TBN francophone. Mais n'oubliez pas que le Hezbollah n'a pas seulement des tunnels pour menacer Israël. Il dispose également d'un vaste arsenal de roquettes, de missiles et de drones. 80 roquettes ont été tirées sur le nord d'Israël lundi après-midi dans le cadre de l'un des tirs de barrage les plus importants depuis le début de la guerre dans le nord du pays. Des sirènes ont été entendues dans une très longue série de localités, de la Galilée occidentale à la Haute-Galilée jusqu'à Haïfa et la région de Krayot. Le réseau libanais El Mayadeen, affilié au Hezbollah, a affirmé qu'après ce tir de barrage inhabituel, 2 missiles balistiques ont également été lancés depuis le Liban. Par la suite, des sirènes ont été entendues en raison d'autres tirs de barrage au cours desquels des dizaines de roquettes supplémentaires ont été lancées. Le personnel paramédical du Magen David Adon a soigné plusieurs blessés lors de ces attaques qui ont eu lieu un jour après que le nouveau ministre de la Défense, Yisrael Katz, a déclaré qu'Israël avait vaincu le Hezbollah. Son successeur au ministère des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré lors d'une réunion d'information avec des journalistes étrangers quelques heures avant les tirs de barrage inhabituels que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu avec le Liban progressaient.
Selon lui, Israël y travaille avec les États-Unis, le principal défi étant d'appliquer les accords précédents tels que la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. M. Sarr a également déclaré que la Russie, la Syrie et la communauté internationale peuvent contribuer à stopper le réarmement du Hezbollah au Liban et à garantir sa liberté sans l'intervention de l'Iran. Le plus important pour l'avenir de la région est d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Récemment, de nouveaux détails sont apparus concernant l'accord avec le Liban, selon lequel le Hezbollah retirera ses forces au nord du fleuve Litani et ne renouvellera pas son déploiement militaire dans la zone située entre le Litani et la frontière avec Israël. Tsahal se retirera de la première ligne de position du Hezbollah au Liban, qu'il tient actuellement jusqu'à la ligne de frontière internationale. Dans les 60 jours suivant la mise en œuvre de cet accord, l'armée nationale libanaise, probablement avec l'aide des États-Unis et des forces françaises, démolira les infrastructures restantes du Hezbollah dans cette zone. Des garanties internationales des États-Unis et de la Russie sont également attendues pour veiller à ce que le Hezbollah ne soit pas autorisé à se réarmer et, en tout état de cause, si le Hezbollah viole cet accord, Israël se voit accorder le droit de réagir en conséquence avec l'appui de la communauté internationale. J'ai un bref commentaire à faire sur tout cela. Les États-Unis, la Russie et leurs proches alliés géopolitiques, l'Iran et la Syrie, sont à l'origine de la plupart des armes utilisées par le Hezbollah. Il me semble donc étrange que la Russie soit l'une des puissances mandatées pour surveiller le Hezbollah et s'assurer qu'il ne se réarme pas. D'ailleurs, il est non seulement étrange, mais aussi absurde que la Syrie reçoive également un mandat dans le cadre de ce plan pour s'assurer que son territoire n'est pas utilisé pour transférer des armes au Hezbollah. Un vieux dicton me vient à l'esprit qui parle de laisser le renard garder le poulailler. Quoi qu'il en soit, c'est le cadre qui est proposé et il est important de souligner que l'accord est conclu avec le gouvernement internationalement reconnu de l'État du Liban, qui est historiquement faible, désorganisé et en faillite, et qui fait face actuellement à une escalade des tensions avec Israël. Mais je ne veux pas être trop pessimiste, alors restons-en là pour l'instant. Nous continuerons à vous informer si nécessaire si l'accord est effectivement signé. En attendant, Tsahal devra dans un premier temps approuver le Hezbollah du Sud Liban avant que cet accord ne soit possible. Avant de poursuivre, je vous demande de bien vouloir continuer à nous aider à diffuser la vérité en partageant cette vidéo sur YouTube et en vous abonnant à cette chaîne YouTube pour nous aider à toucher davantage de personnes dans le monde. La guerre dans la bande de Gaza dure depuis plus d'1 an et l'unité du porte-parole des forces de défense israéliennes nous a récemment donné un aperçu de la vie et du pouvoir de l'organisation terroriste Hamas en publiant une vidéo montrant des interrogatoires de Palestiniens soupçonnés de s'être rebellés contre le Hamas. Les vidéos sont très difficiles à regarder car elles montrent les sévices graves infligés par les agents du Hamas aux civils de Gaza. Je parle bien des Palestiniens. Les vidéos capturées sont horodatées, ce qui montre qu'elles ont été filmées entre 2019 et 2020 et qu'elles ont apparemment été filmées par des caméras de sécurité à l'intérieur des bases du Hamas dans le nord de la bande de Gaza que Tsahal a perquisitionnées au début de cette année. Elles ont été découvertes sur des ordinateurs pris dans l'enceinte abandonnée du camp de réfugiés de Jabalia. Les vidéos révèlent des méthodes cruelles d'interrogatoire des civils, de violation des droits de l'homme et de suppression systématique des résidents soupçonnés de s'opposer au pouvoir de l'organisation. Elles mettent en évidence la méthode employée par le Hamas pour régner sur la bande de Gaza par la terreur pure et simple. Les vidéos ont attiré l'attention de grands portails médiatiques dans les pays occidentaux qui parlent de scènes dans lesquelles les prisonniers sont détenus avec des chaînes et des sacs sur la tête, privés de sommeil, d'eau et de nourriture pendant de longues périodes. Dans certaines vidéos, des prisonniers sont montrés avec une cheville enchaînée au-dessus de leur tête, forcés de se tenir en équilibre sur l'autre jambe et laissés ainsi pendant plusieurs heures. Dans une vidéo, on voit un homme hurler de douleur. Toutes ces informations sont publiées alors qu'après plus de 401 jours qui se sont écoulés depuis le massacre du 7 octobre, il reste encore dans la bande de Gaza sans un otage israélien dont beaucoup sont probablement en vie. Pour en revenir à la bande de Gaza,
Tsahal a annoncé il y a peu que des mesures étaient prises pour étendre la zone humanitaire à Mawassi, dans les zones humanitaires du nord et de l'est de la bande de Gaza. En ce qui concerne les camions d'aide, à ce jour, entre 150 et 200 camions entrent dans la bande de Gaza chaque jour. Dans le document, actuellement en cours de rédaction par la Commission de l'asile politique d'Israël, le ministre Dermer soulignera que dans quelques semaines, Israël essaiera d'atteindre 350 camions pour répondre aux demandes de l'administration Biden aux États-Unis. Les amis, ici à TBN francophone, nous voulons continuer à vous informer. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une fois de plus de nous aider en partageant cette vidéo sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne YouTube et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cela nous aide vraiment à transmettre la vérité à un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez également visiter notre site web à l'adresse tbnfr.org où vous pouvez faire un don afin de nous aider. À propos de transactions diplomatiques, le gouvernement du Qatar a pris contact avec Israël pour obtenir l'assurance qu'il ne procéderait pas à des tentatives d'assassinat de hauts responsables du Hamas sur son sol, selon un rapport publié dimanche soir sur le portail d'information israélien Cannes. Selon le rapport, la demande a été transmise par les canaux diplomatiques utilisés récemment entre les deux pays. Il a également été rapporté qu'après l'assassinat attribué à Israël du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran il y a plusieurs mois, une autre demande de ce type avait été formulée. On peut supposer que la demande du Qatar est liée à sa décision concernant la médiation et l'accueil des dirigeants du Hamas dans le pays. En ce qui concerne ces efforts, Ynet, un portail d'information israélien, a cité samedi soir des sources américaines qui ont déclaré que l'annonce du Qatar selon laquelle les contacts seraient gelés, mais que les efforts de médiation ne seraient pas interrompus, avait pour but d'accroître la pression sur le Hamas. Le Qatar veut mettre les choses au clair avant l'arrivée de Trump, afin de corriger l'impression qu'il n'a pas réellement fait pression sur le Hamas. Majid Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a confirmé que le Qatar avait gelé ses efforts de médiation, mais a ajouté que les rapports à ce sujet n'étaient pas exacts. Selon le porte-parole, le Qatar a informé le Hamas et Israël il y a 10 jours, lors de la dernière tentative de parvenir à un accord, qu'il gèlerait sa participation aux efforts de médiation entre le Hamas et Israël si les deux parties ne parvenaient pas à un accord lors de ce cycle et qu'il reprendrait ses efforts avec ses partenaires lorsque le sérieux nécessaire pour mettre fin à cette guerre sera présent. Toutefois, on pourrait dire que le sérieux est également requis de la part des autres acteurs de ce drame, y compris l'Iran. Après qu'il est apparu clairement que les Américains ont déjoué un plan iranien visant à assassiner le président élu des États-Unis Donald Trump avant les élections, on a également appris que le régime des ayatollahs avait prévu d'assassiner des touristes israéliens au Sri Lanka le mois dernier. Selon un acte d'accusation déposé devant un tribunal fédéral américain au cours du week-end, l'Iran a planifié une fusillade de masse contre des touristes israéliens au Sri Lanka à l'approche de l'anniversaire du massacre du 7 octobre. Les Iraniens prévoyaient également d'enlever, voire d'assassiner, 2 hommes d'affaires juifs en raison de leur soutien manifeste à Israël sur les réseaux sociaux. Selon l'acte d'accusation, un haut responsable des gardiens de la révolution iranien a demandé à un certain Farouk Shakiri de perpétrer une fusillade de masse dans la région de la baie d'Arougam, destination très prisée des touristes israéliens. Shakiri a demandé à son assistant, qui a ensuite été arrêté par les autorités du Sri Lanka, de surveiller la zone et de diriger des cellules terroristes à l'aide de fusils AK-47 et d'autres armes qui lui avaient été fournies à l'avance. Le 23 octobre, les gouvernements d'Israël et des États-Unis ont lancé un avertissement commun aux voyageurs concernant une menace réelle d'attentat dans la baie d'Arougam, dans cette région. Un jour plus tard, les autorités sri-lankaises ont annoncé l'arrestation de 3 suspects, dont un homme identifié comme l'assistant de Shakiri. L'enquête du FBI a révélé que Shakiri et son assistant s'étaient rencontrés alors qu'ils purgeaient ensemble des peines de prison au Sri Lanka et qu'avant même de planifier l'attentat, Shakiri lui avait demandé de surveiller le consulat d'Israël dans ce pays insulaire. Selon lui, ces informations ont été transmises à un haut responsable des gardiens de la Révolution qui lui a demandé de réorienter ses efforts vers des cibles touristiques.
L'acte d'accusation révèle en outre que Shakiri a été chargé d'assassiner 2 hommes d'affaires juifs à New York en échange d'1 million de dollars, soit 500 000 $ par personne. Ces 2 hommes, dont les noms n'ont pas été divulgués, ont été choisis en raison de leur soutien à Israël sur les réseaux sociaux et sont devenus des cibles privilégiées pour Téhéran. Selon des documents judiciaires, les gardiens de la révolution ont envoyé à Shakiri des photos des hommes d'affaires provenant de réseaux sociaux et lui ont demandé de s'acquitter de sa tâche proprement et immédiatement. Les nouveaux détails s'ajoutent à ceux révélés vendredi dernier, indiquant que le 7 octobre de cette année, Shakiri a reçu une nouvelle mission centrale, préparer un plan pour surveiller Trump et finalement le tuer. Nous vivons une époque où Israël se trouve à l'avant-garde de la guerre entre la civilisation et la barbarie, entre le bien et le mal. Vous et moi jouons un rôle crucial dans cette guerre en disant et en diffusant la vérité. Une fois de plus, je vous demande de partager ces vidéos sur YouTube, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mais surtout, priez avec nous pour la paix en Israël. Priez pour la sécurité des soldats de Tsahal, où qu'ils se trouvent, dans les airs, en mer ou sur terre. Priez pour la sécurité des otages dans la bande de Gaza et pour leur retour rapide chez eux. Priez pour la sécurité des habitants du Nord afin qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre. Merci.